Merci, Monsieur le Président. Donc, le médecin que je suis ne peut s'empêcher de commencer cette intervention par donner une ou plusieurs définitions des addictions, puisque c'est le sujet et que le thème est les addictions. Donc, il existe des multiples définitions. J'en ai choisi plusieurs. La première, c'est une dépendance très forte à une substance nocive qui entraîne une conduite compulsive. Ou bien on pourrait parler d'envie répétée et irrépressible de faire ou de consommer quelque chose en dépit de la motivation et des efforts du sujet pour s'y soustraire. Enfin, la dernière choisie introduit la notion de pathologie cérébrale chronique marquée par une dépendance à une substance ou à une activité avec des conséquences délétères. Sa survenue étant due à la rencontre d'un individu, d'un produit et d'un environnement. Ce n'est donc pas une tare ou un vice, mais bien une maladie létale, car en France, le tabac tue 75 000 personnes et n'en déplaise à certains, le tabac, c'est une addiction. N'est-ce pas, Madame Mosque? L'alcool tue 41 000 personnes, et là, je ne citerai personne. Et les drogues illicites, environ 1600 personnes. Et ces chiffres sont probablement sous-estimés. L'alcool et le tabac sont les premiers facteurs de risque de mortalité évitable. En Corse, 15,5% des décès sont attribuables au tabac. Combien de fois avons-nous entendu « Oh, chez nous, il n'y a pas de drogue, l'île est épargnée par ce fléau », alors que nous savons pertinemment qu'il nous touche de plein fouet, et plus particulièrement notre jeunesse, et que les conduites addictives sont un problème majeur de société et de santé publique. C'est à partir d'un article du Huffington Post du 31/03/2017 et dont le titre était « Comment l'Islande a sauvé ses ados de la drogue, de l'alcool et du tabac » que la Commission des politiques de santé s'est saisie de ce sujet et que, fidèle à sa méthodologie, elle s'est livrée à un large travail d'audition permettant d'entendre, de confronter et d'associer les approches et les données des praticiens des volets médical, éducatif, préventif et judiciaire. C'est sur leur base que le présent rapport propose dans sa première partie un état des lieux, des connaissances médicales, de la prévention, de la prise en charge judiciaire lorsque les infractions sont liées à des conduites à risque. La deuxième partie est-elle consacrée à la problématique spécifique de la prévention, notamment chez les adolescents, tandis que la troisième s'est attachée à des préconisations visant à la mise en place d'actions de sensibilisation et de prévention. Je passerai rapidement sur l'état des lieux, mais je rappellerai juste que les données statistiques à notre disposition ne sont pas en l'état exploitable, avec des échantillons mobilisés en Corse qui restent faibles et d'interprétations parfois peu explicites. La deuxième partie mérite qu'on s'y attarde un peu plus, car la Commission a essayé de répondre à la question suivante. Comment renouveler et renforcer la politique préventive en Corse ? Tout d'abord, la prévention ainsi que la sensibilisation en milieu scolaire sont apparues en partie inadaptées, voire insuffisantes, tandis que les mesures prises après décision judiciaire souffrent d'un manque de moyens ou de partenaires pour leur mise en œuvre. Le modèle islandais prouve, lui, à contrario, que sur la base d'un questionnaire à destination de l'ensemble d'une classe d'âge, une politique globale peut avoir des résultats spectaculaires en matière de régression des pratiques addictives chez les adolescents. Les débats ont permis une évaluation précise du programme islandais de lutte contre les addictions chez les adolescents. Ce programme a été initié en 1992. Il a été appelé Drug Free Iceland, puis rebaptisé Youth in Iceland, jeunesse en Islande. En quelques années, cette île, dont la population est pratiquement identique à la nôtre, environ 366 000 habitants, a quasiment éradiqué l'abus d'alcool, de tabac et de drogue chez les jeunes grâce à un couvre-feu, à la prévention, au relèvement de la majorité et du sport à gogo. Ce modèle, dont les effets bénéfiques sont encore manifestes aujourd'hui, a l'avantage de présenter une approche préventive globale pour l'ensemble d'une classe d'âge. Je ferai un bref rappel de ce dispositif avec donc une première phase qui a visé à distribuer un questionnaire aux élèves de 14 à 16 ans dans toutes les écoles d'Islande en 92, 95 et 97. Il les interrogeait de manière très simple sur leur mode de consommation d'alcool, de tabac ou de drogue, essentiellement le cannabis, alors que les autres questions relevaient de leur environnement familial, scolaire, culturel ou sportif. La phase 2 a reposé sur l'exploitation des résultats qui étaient catastrophiques, avec 42% des 15-16 ans qui connaissaient une forme d'addiction à l'alcool, 23% au tabac et 17% au cannabis. La phase 3 a consisté à mettre en place ce que les pouvoirs publics islandais ont appelé une mobilisation générale.
et ils ont pris ensemble des mesures à la fois incitatives et prohibitives qui ont porté leurs fruits sur le long terme, puisque en 2016, les addictions n'étaient plus que de 5% pour l'alcool, 3% pour le tabac, 7% pour le cannabis. Au titre des mesures incitatives, figurait la promotion d'activités culturelles ou sportives 4 fois par semaine, une mobilisation des familles pour augmenter le temps passé entre parents et adolescents, des mesures visant à une plus grande assiduité scolaire, une allocation de l'ordre de 300 € par enfant de 6 à 18 ans pour pratiquer une activité extrascolaire. Au titre des mesures prohibitives, figurait un couvre-feu pour les 13-16 ans, qui encore aujourd'hui ont l'interdiction d'être dehors après 22 heures, l'interdiction de la vente de tabac aux moins de 18 ans et d'alcool aux moins de 20 ans. Quels enseignements peut-on tirer de tout ça? Mais d'abord que les phases d'élaboration d'un tel questionnaire de recueil puis d'exploitation des réponses inscrit nécessairement ce type d'action dans le moyen terme, que la qualité et la fiabilité des données statistiques reposent sur le fait qu'elles émanent de l'intégralité d'une classe d'âge et représentent donc une photographie générationnelle, géographique et sociologique complète. Cette diffusion exhaustive du questionnaire rend indubitable les différences enregistrées entre les adolescents ayant des conduites addictives et les adolescents abstinents. La réussite du programme islandais confirme que les addictions sont bien des pathologies globales qui doivent être traitées dans toutes leurs dimensions, médicales, sociales et culturelles. Quant à ses limites, pour ma part, j'en vois au moins une, mais tout simplement que la Corse n'est pas l'Islande, nous ne sommes pas en Méditerranée et que certaines mesures prohibitives de type couvre-feu me semblent difficilement exportables chez nous. Au vu de ses compétences et de son expérience dans les domaines de la santé, du social, de la jeunesse et de l'éducation, c'est dans ce champ d'action que la collectivité de Corse peut agir le plus efficacement, et notamment chez les collégiens et les lycéens. C'est pour cette raison qu'au terme de nos échanges, nous avons donc souhaité établir un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles le renouvellement de la connaissance plus précise et plus différenciée des terrains des addictions sur lesquels il faudrait agir, l'adaptation du modèle islandais en retenant son exhaustivité statistique concernant une classe d'âge et la simplicité des questions. Avez-vous déjà essayé l'alcool? Quand avez-vous bu votre dernier verre? Avez-vous déjà été en état d'ébriété? Avez-vous déjà essayé la cigarette? Si oui, à quelle fréquence fumez-vous? Combien de temps passez-vous avec vos parents? Avez-vous une relation proche avec eux? Quel genre d'activité pratiquez-vous? Quelques ajustements semblent cependant nécessaires. D'une part, la proposition d'élargir ce questionnaire à tous les collégiens et lycéens de Corse afin de constituer une base de données statistiques d'une grande fiabilité. D'autre part, l'intégration des conduites addictives aux écrans et réseaux sociaux, dont on connaît tous les conséquences négatives, de plus en plus repérables chez les enfants, voire même chez les tout petits enfants, comme nous l'avait dit Madame Pédiniel, et les adolescents. Ce travail statistique d'envergure nous paraît être un préalable à un renforcement et une adaptation des actions de prévention comme de prise en charge. Ces renforcements devraient aboutir à la création d'une véritable filière régionale de ressources d'expertise en addictologie. Il paraît opportun que les travaux initiés en mai 2021 sous l'autorité de l'ARS pour un centre régional qui coordonnerait une véritable filière, c'est-à-dire une trajectoire de soins empruntée par la personne addicte, impliquant une organisation cohérente et graduée des soins autour de multiples acteurs et établissements de santé, puissent reprendre. Le développement de nouveaux partenariats, notamment avec la Midelca, qui est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, et de France Assos Santé, notamment dans le champ du développement des compétences psychosociales des enfants, adolescents et jeunes adultes, l'élargissement du dispositif Primastrade en permettant aux jeunes ayant eu des injonctions de soins d'en bénéficier, enfin des supports d'information et de prévention renouvelés, afin de répondre aux demandes notamment du monde éducatif pour une plus grande efficacité des programmes de prévention et d'une réflexion leur permettant de cerner les origines mêmes des démarches addictives, la Commission préconise que la collectivité prenne 2 initiatives qui auront en commun de favoriser la co-construction des supports de prévention par les publics les plus exposés aux dangers des conduites addictives et de mettre en valeur les compétences psychosociales à mobiliser pour les éviter. La Commission souhaite que leur réalisation puisse être confiée à Madame Lauda Guidice, conseillère exécutive en charge de la jeunesse, et à ses services.
Cela passerait tout d'abord par l'organisation d'un concours d'affiches ouvert exclusivement aux 11-18 ans, occasion pour mobiliser les compétences psychosociales des participants et mettre en œuvre des coopérations transversales. Et ensuite, la réalisation d'un reportage visant à déclencher une alerte sur les dangers liés à des nouveaux comportements de consommation de produits licites et illicites en milieu festif chez les 16-30 ans, en lien avec des problématiques de santé mentale. Serait associée à cette démarche Madame Caroline Canet, éducatrice spécialisée au SPS, qui est le service de prévention spécialisé dans le territoire du Valinco, et qui est à l'origine de ce projet de documentaire, dont le but est de faire en sorte que les jeunes se voient, s'entendent et réfléchissent de manière participative à une prévention collective. Enfin, pour conclure, la Commission a souhaité qu'un comité de suivi soit placé en son sein. Je vous remercie.